Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. Le système d'information, centre NEVRALGIQUE de l'entreprise. De l'information à la connaissance. Philippe Paquet. Introduction. La compétition mondiale que se livrent les entreprises en ce début du XXIe siècle est marquée par de fortes turbulences, nécessitant des réactions rapides. Les entreprises doivent en permanence faire preuve d'imagination pour conserver leurs clients et leur offrir de nouveaux produits répondant à leurs besoins. Mais dans le même temps, elles doivent exploiter toutes leurs réserves de productivité pour maîtriser les coûts de production tout en respectant les législations en vigueur et en se présentant sur le marché avec l'image d'entreprises socialement responsables, en particulier vis-à-vis de l'environnement. Dans cet espace fait de contraintes contradictoires, l'information et surtout la rapidité avec laquelle on l'obtient deviennent un facteur clé de succès. À l'extérieur, l'entreprise doit surveiller l'évolution de son environnement, mais elle doit aussi se présenter à ses clients. À l'intérieur, elle doit favoriser la diffusion de l'information auprès du plus grand nombre des acteurs susceptibles de la faire progresser vers le succès. Mais, à supposer que l'entreprise réussisse sur ces deux axes, cela reste encore insuffisant car l'information n'est rien si elle ne peut être analysée et interprétée pour prendre des décisions. C'est en fait la connaissance que l'entreprise acquiert sur elle-même et sur son environnement qui permet de la faire progresser. Or, l'information ne se confond pas avec la connaissance, elle en est simplement une source. La connaissance met en œuvre un processus humain de transformation des informations brutes afin de leur donner un sens. La connaissance ainsi déduite pourra à son tour être combinée à d'autres connaissances ou informations, afin d'en déduire une nouvelle connaissance et ainsi de suite. Cet article se propose, dans une première partie, d'examiner l'état de la technologie informatique disponible aujourd'hui en matière de systèmes d'information, avec les freins rencontrés lors de son implantation ainsi que les risques qui peuvent en découler. La seconde partie s'intéresse au management de la connaissance dans l'entreprise, tout en essayant de montrer comment les systèmes informatiques peuvent aider le processus humain de création de connaissances, reconnu aujourd'hui comme un élément central pour assurer la survie de l'entreprise. 1. L'explosion de l'information. Si une distinction entre données, information et connaissances mérite d'être faite, Nonaka 1994, Blumentritt et Johnston 1999, Balmis 2002, Spiegler 2003, ou encore entre information et communication, dans l'immédiat nous désignerons sous le terme générique des ''information'' les différents messages sous quelque forme que ce soit, diffusés ou reçus par tout moyen. Nous reviendrons ultérieurement sur cette définition. 1.1 La technologie, vecteur de l'information. Les avancées technologiques de ces dernières années ont considérablement transformé le monde de l'information. La convergence des technologies de l'informatique, de la téléphonie, des télécommunications et de l'édition a contribué à construire un monde dans lequel l'information se trouve de plus en plus à portée de main. Les échanges entre les individus, parfois distants de plusieurs milliers de kilomètres, n'auront jamais été aussi faciles. Plusieurs outils se trouvent désormais à leur disposition. Outre le téléphone traditionnel, le téléphone portable et la télécopie, d'autres outils ont fait leur apparition plus récemment. Parmi ceux-ci, on retiendra le courrier électronique, qui permet non seulement d'échanger des messages écrits de façon quasi instantanée mais qui permet aussi de transmettre des documents informatiques de différents formats. Les forums de discussion qui mettent à la disposition des individus des espaces de discussion thématiques fonctionnant en mode asynchrone. Les utilisateurs intéressés par le sujet d'un forum peuvent s'y connecter au moment qu'ils ont choisi, afin de lire les messages laissés par les autres participants. Ils peuvent alors y répondre ou poser eux-mêmes une question. Ces forums de discussion sont d'une grande utilité en ce sens qu'ils démultiplient, à l'échelle de la planète, le nombre des interlocuteurs susceptibles de proposer des réponses sur des questions diverses. Les chats qui sont des outils de communication écrite directe. Fonctionnant en mode synchrone, ils nécessitent la présence de tous les participants au même moment, devant l'écran de leur ordinateur, contrairement aux forums de discussion. La visioconférence permet de communiquer oralement à l'instar du téléphone, mais avec l'image en prime.
Elle permet donc d'organiser des réunions virtuelles entre les individus. On imagine ici assez bien l'effet de réduction de coûts dans une entreprise multinationale possédant des divisions dans plusieurs pays. La facilité d'utilisation permet par ailleurs d'accroître les échanges. Mais dans cet univers, le développement rapide de l'Internet, réseau des réseaux, joue un rôle particulier, notamment à travers ce qu'il est convenu d'appeler le World Wide Web. 1.2 La révolution Internet. Internet représente un moyen d'accès à l'information comme jamais on n'aurait pu l'espérer, il y a quelques dizaines d'années. Le réseau peut être utilisé aussi bien pour rechercher de l'information que pour en diffuser. 1.2.1 La documentation. 1.2.1.1 Utilité du réseau. L'interconnexion de plusieurs millions d'ordinateurs à travers le monde représente une source d'informations colossale pour mener des analyses stratégiques ou faire de la veille. Pawar et Sharda, 1997. Internet permet de s'informer avec une grande facilité grâce à la technologie hypertexte et aux moteurs de recherche, pour un coût négligeable par rapport à ceux connus jusqu'alors. Nombre de publications papier qui étaient utilisées jusqu'à maintenant sont aujourd'hui directement accessibles en ligne. Non seulement le système permet d'accéder à l'information, mais il permet aussi le téléchargement des outils logiciels qui en permettent l'exploitation. Et chaque jour, le système s'enrichit de plusieurs milliers de pages. Internet constitue alors un outil puissant pour s'informer rapidement sur l'évolution de son environnement immédiat de travail constitué de fournisseurs, de clients, de concurrents, mais il permet aussi de s'informer sur l'environnement général, économique, législatif et institutionnel. Dans le domaine de la veille, qui par essence est une activité documentaire, le réseau Internet joue un rôle fondamental, même s'il ne doit pas constituer l'unique source d'information. Cette activité généralement intégrée dans le centre de documentation de l'entreprise est gérée par de véritables professionnels de la recherche documentaire. Mais lorsqu'une cellule de veille est créée, celle-ci intègre aussi des informaticiens capables de maîtriser des outils informatiques de plus en plus sophistiqués, Balmis, 2002. Le croisement des compétences apparaît maintenant comme une nécessité. 1.2.1.2 Les outils de recherche. Plusieurs types d'outils de recherche sont à la disposition de l'utilisateur d'Internet. Les annuaires, les moteurs de recherche classiques, les moteurs de recherche sur le web invisible et les agents intelligents. Les annuaires référencent des sites grâce à une description de leur contenu, faite manuellement par les auteurs des pages publiées. Les moteurs de recherche, quant à eux, indexent directement les pages web grâce à un module qui parcourt automatiquement le réseau, afin d'identifier toutes les pages vues. Pour permettre un accès aux bases de données qui ne sont interrogeables qu'à travers des formulaires web invisibles, il existe des moteurs spécialisés, souvent accessibles à partir du site d'interrogation lui-même, si bien que les informations contenues dans ces bases sont difficilement accessibles tant que l'on n'a pas atteint le site d'interrogation. Devant la multiplication des annuaires et moteurs de recherche, on a vu apparaître des métamoteurs qui permettent de lancer des recherches simultanées à partir de plusieurs moteurs pour en agréger les résultats. Plus récemment, à côté de ces outils sont apparus ce qu'il est convenu d'appeler les agents intelligents, qui non seulement permettent d'identifier les sites intéressants, mais permettent aussi d'en télécharger automatiquement le contenu pour une consultation ultérieure hors ligne. Ils se présentent sous la forme de logiciels qui s'installent sur l'ordinateur client et peuvent être dotés de fonctionnalités plus ou moins étendues. En particulier, ils permettent de lancer périodiquement des recherches sur des sites préalablement identifiés afin de récupérer les éventuelles modifications. Les fonctionnalités des aspirateurs de sites permettent de suivre tous les liens hypertextes d'un site afin d'en télécharger toutes les pages. Mais les agents intelligents les plus récents sont conçus comme des entités capables d'agir dans l'environnement hétérogène du World Wide Web de façon autonome. Par leur capacité de dialogue avec d'autres agents et leurs connaissances, ils sont capables d'adapter leur comportement et de résoudre les problèmes rencontrés lors de l'exécution d'un plan de recherche. Ainsi, leurs domaines d'application sont aussi divers que la construction d'un journal personnalisé en fonction de centres d'intérêt préalablement indiqués, la recherche d'un hôtel, d'un billet d'avion,
du meilleur prix ou du meilleur délai de livraison pour un livre donné, Lefebvre et Venturi 2001. Mais les fonctionnalités des agents intelligents ne s'arrêtent pas là. Par leur capacité à communiquer et coopérer avec d'autres agents, ils peuvent lancer un appel d'offres sur le réseau. D'autres agents vont alors prendre en charge la demande et leur répondre. Les réponses seront ensuite traitées et classées en fonction des critères donnés par le commanditaire. Il ne reste plus alors qu'à adresser le bon de commande auprès du fournisseur retenu. Ces différentes fonctionnalités des agents intelligents, permettant d'automatiser la recherche d'informations, se révèlent fort utiles dans les activités de veille. En particulier, la concurrence, les fournisseurs et les clients peuvent être facilement mis sous surveillance. Mais ces outils permettent aussi de détecter rapidement les modifications environnementales réglementaires. I2.2 La diffusion d'informations et la magie de l'interactivité. Si Internet est, comme nous venons de le voir, un outil permettant de trouver l'information, c'est aussi un moyen d'en livrer. Nombre d'entreprises ont en effet compris quelle était l'importance de cette vitrine virtuelle pour se faire connaître, mais aussi pour en faire un véritable catalogue de leurs produits, allant pour certaines d'entre elles jusqu'à la vente directe à partir de sites spécialement conçus pour le commerce électronique. C'est un moyen peu coûteux pour obtenir une très large audience internationale. Quelle PME aurait pu imaginer il n'y a guère plus d'une quinzaine d'années, se faire connaître d'un grand nombre de clients potentiels dispersés à travers le monde? C'est pourquoi les entreprises accordent de plus en plus d'attention à leur site internet, conscientes qu'elles touchent par ce moyen des visiteurs de langues et de cultures différentes, même si des progrès restent à faire dans ce domaine car les sites sont encore aujourd'hui assez peu adaptés aux diverses cultures portées par les visiteurs, Robbins et Stylianou 2003. L'importance de cette attention, vue en particulier à travers la fréquence des mises à jour, est d'autant plus grande que le chiffre d'affaires généré par Internet est élevé. Murphy, Linag et Grazer 2003 avance un seuil de 5% comme étant discriminant. Dans le domaine du marketing, l'attention fut pendant longtemps portée sur l'accroissement des parts de marché avec des actions orientées vers le marketing de masse. Or, depuis quelques années on note un glissement vers un marketing plus centré sur la relation avec le client, CRM ou Customer Relationship Management. Bauer, Greter et Leach 2002 en attribuent la cause à la globalisation des marchés, conjuguée avec le progrès technologique qui font perdre de leur pertinence aux stratégies classiques de domination par les coûts, de différenciation ou encore de niche. Ce nouveau paradigme s'appuie sur le fait qu'il est moins coûteux de conserver un client que d'en attirer de nouveaux. Les entreprises cherchent donc à personnaliser davantage la relation avec le client de façon à augmenter sa satisfaction et à instaurer un climat de confiance. Par son interactivité, Internet se révèle être un outil tout à fait pertinent pour servir cet objectif. Des outils tels qu'une simple boîte à lettres électronique permettant aux consommateurs d'y déposer leurs doléances ou d'interroger l'entreprise, une liste des questions les plus fréquemment posées, assortie des réponses apportées, FAQ, c'est-à-dire Frequently Asked Questions, ou encore un forum de discussion au service des clubs d'utilisateurs permettent de fidéliser le consommateur. Mais la puissance du World Wide Web peut aller bien au-delà. Elle permet aujourd'hui à l'entreprise de mieux connaître ses clients, à travers les questionnaires qu'elle peut leur adresser lors de la visite de son site. Elle peut aussi, à leur insu, suivre leur navigation sur le site, ce qui lui permet de mieux connaître les centres d'intérêt de chacun de ses clients. Ces méthodes permettent ensuite d'adresser des offres personnalisées à la clientèle, par le biais du courrier électronique. En constante évolution, Su, Lim, Wang et Kim 2004, elles permettent aussi aujourd'hui de faire du marketing en temps réel en proposant des produits achetés par d'autres internautes ayant un profil similaire, ou encore en guidant le visiteur vers les pages susceptibles de l'intéresser. La pression de la concurrence aujourd'hui ne laisse plus le choix à l'entreprise. Internet devient un outil de marketing indispensable. 1.3 Le système d'information interne de l'entreprise. Mais au sein des entreprises mêmes, les systèmes d'information subissent aussi des évolutions, poussées par les avancées technologiques, tendant vers des systèmes plus intégrés, couvrant de façon plus homogène les différents besoins exprimés par les dirigeants. Si l'information externe est de plus en plus abondante et de plus en plus facile d'accès, celle-ci doit pouvoir être mise en relation avec l'information interne à l'entreprise.
Cela est particulièrement vrai dans une démarche de benchmarking, mais pas seulement. Le pilotage de l'entreprise nécessite que les données internes soient éclairées par des informations externes qui viendront mettre en relief les points forts et les points faibles, utiles pour la stratégie, mais qui permettront aussi de mieux se positionner dans son environnement. 1.3.1 Bref rappel sur l'historique des systèmes. Comme le rappelle Oliver et Rome 2002, les systèmes d'information d'entreprise, pour ce qui concerne l'aspect technique, se sont d'abord développés à partir d'applications implantées sur mainframes pour aller ensuite vers des solutions distribuées. Cela a amené à juxtaposer divers éléments, chacun spécialisé sur un domaine, si bien que le système d'information, au fur et à mesure de son évolution, s'est en fait retrouvé constitué d'une pléthore d'éléments, ayant des modes opératoires différents, des interfaces utilisateurs différentes et chacun gérant sa propre base de données. Pour ne donner qu'un exemple, on a pu voir une application de gestion des stocks, une autre de gestion des achats et une autre de gestion des expéditions, sans oublier le cœur du système, la comptabilité, les informations transitant à travers ces systèmes par le biais de bordereaux, faisant à chaque fois l'objet d'une saisie manuelle. Avec une telle architecture, des informations circulent dans entreprises, mais le sentiment d'insatisfaction est grand car les données manquent d'homogénéité, elles sont parfois redondantes et leurs méthodes d'accès sont disparates. Ce n'est qu'au environ de la fin des années 70, avec l'accroissement de la puissance des ordinateurs, que l'on commence à envisager des ponts entre ces différentes applications. Ces systèmes sont qualifiés de transactionnels en ce sens que leur développement a été guidé par des considérations liées à la saisie des données, et non à leur utilisation. Ainsi, si les informations sont bien stockées, elles sont difficilement accessibles sous une forme utile à la prise de décision. Cette carence a conduit au déploiement d'applications parallèles en divers endroits de l'entreprise, sans véritable souci de cohérence entre ces satellites, développés au sein des services. Les outils de bureautique, faciles d'utilisation, sont souvent employés dans cet esprit. Tous ces systèmes n'utilisant pas les mêmes définitions de données, conduisent souvent à des états de reporting incohérents. Même si c'est un peu moins vrai aujourd'hui, il faut encore signaler que la ressaisie des données, source d'erreurs et de perte de temps, a souvent été la règle. Cette pratique d'investissement non coordonné a conduit à un gaspillage de temps et de moyens financiers, pour un résultat des plus médiocres. Il n'est donc pas étonnant de voir que depuis quelques années, les entreprises sont à la recherche de systèmes d'information plus performants et mieux intégrés. 1.3.2 L'ère des ERP. Si l'informatisation des entreprises a débuté pour certaines d'entre elles vers le début des années 1960, et que depuis cette date de nombreuses améliorations ont eu lieu, il faut encore constater que souvent divers systèmes informatiques coexistent, incapables de communiquer entre eux. Les démarches d'intégration du système d'information sont encore récentes. Elles se concrétisent par la mise en place d'ERP, Enterprise Resource Planning. Initialement destiné aux très grandes entreprises, il s'implante maintenant dans les PME, Adam et O'Doherty 2000. Il s'agit de progiciels constitués sous forme d'un ensemble de modules fonctionnels couvrant les domaines financiers, ressources humaines, logistique, production, marketing et vente, intégrés autour d'une base de données unique. Ces logiciels sont paramétrables et de ce fait, se présentent comme des outils capables de concilier une certaine standardisation avec une faculté d'adaptation au processus de l'entreprise. En suivant Rowe, 1999, on peut dire que l'ERP se présente comme une réponse au vieux rêve managérial d'unification et de centralisation de tout le système d'information de l'entreprise. Il implique un langage commun et l'obligation de partager un ensemble de données communes. Cette caractéristique des ERPS est d'ailleurs communément avancée pour justifier leur adoption, Oliver et Rome, 2002. Mais toutes les entreprises sont loin d'avoir réalisé cet investissement. Les systèmes ERP possèdent d'ailleurs les défauts de leur qualité. En effet, développés en dehors de tout contexte particulier, les modélisateurs ont projeté leur propre vision du fonctionnement d'une organisation. Même si le logiciel est paramétrable, par manipulation des tables de configuration, tout ne peut être paramétré pour s'ajuster parfaitement au processus de l'entreprise. En faisant le choix d'un ERP, l'entreprise accepte donc un certain nombre de limitations qui se traduiront par la nécessité d'une adaptation. Davenport, 1998.
C'est d'ailleurs ce que montrent Gattiker et Goodyear, 2002, à partir de l'exploitation de 77 questionnaires émanant d'entreprises manufacturières américaines. L'adoption d'un ERP introduit généralement des changements, parfois importants, dans les pratiques suivies dans les différentes unités de l'entreprise. Mais, ces changements ne semblent pas avoir d'effet sur l'efficience des pratiques en termes de meilleur échange d'informations ou de coordination entre les unités, alors même que les ERP sont censés incorporer les meilleures pratiques managériales. Par ailleurs, un système d'information intégré de type ERP n'est pas l'aboutissement de la démarche, car ces systèmes sont conçus sur une logique transactionnelle, c'est-à-dire orientés vers la saisie des différentes transactions qui se produisent dans l'entreprise. Si cela constitue naturellement une nécessité, il faut considérer que ce n'est que le point de départ et non le point d'arrivée de la mise en place d'un système d'information performant. En effet, l'exacerbation de la concurrence pousse à avoir une connaissance toujours plus fine du fonctionnement interne de l'organisation et des flux d'échange avec son environnement. Dans cet esprit, il faut être capable d'archiver une quantité d'informations de plus en plus importante. Or, les systèmes transactionnels ne peuvent emmagasiner toutes les données historiques, sous peine de dégrader rapidement leur performance. La solution consiste alors à mettre en place un entrepôt de données, dont le rôle sera de stocker l'historique des informations élémentaires rencontrées dans l'entreprise. Celles-ci peuvent aussi être enrichies par des données externes. Certains ERP proposent alors des modules permettant d'effectuer des traitements plus ou moins sophistiqués de ces données accumulées. 1.4 Difficultés de mise en œuvre et limites d'exploitation de la technologie. Curieusement, si la technologie nous donne aujourd'hui des moyens jamais connus par le passé pour s'informer en temps réel sur le monde entier, et que les données des entreprises n'ont jamais été aussi accessibles, il n'est pas certain que les organisations soient en mesure d'utiliser correctement ces potentialités. Diverses barrières doivent être surmontées et le facteur humain reste incontournable dans ce domaine. 1.4.1 La sécurité des systèmes. Au fur et à mesure que les systèmes informatiques se déploient au sein de l'entreprise et en même temps s'ouvrent sur l'extérieur, de nouveaux problèmes liés à la protection de l'information se font jour. Au sein même d'une organisation, l'interconnexion de plusieurs centaines d'ordinateurs pose un problème majeur de paramétrage des droits d'accès. En effet, tous les utilisateurs ne peuvent être habilités à consulter, modifier ou saisir des données. Il convient donc de mener une réflexion approfondie et de construire une carte des besoins relatifs à chaque participant à l'organisation, en fonction des besoins liés à la fonction qu'il occupe. On mesure ici l'ampleur du travail dans une entreprise de plusieurs milliers de personnes. Mais sur le plan technique, les choses se compliquent aussi singulièrement. Les informaticiens deviennent de plus en plus des administrateurs de réseau, qui doivent être capables de paramétrer les systèmes pour répondre à cet impératif. Dans les systèmes intégrés de type ERP, c'est une fonction fondamentale car c'est la gestion correcte des droits que les utilisateurs détiennent sur le système qui garantit la fiabilité des données. La moindre faille expose à des interventions intempestives sur le système, avec des répercussions en chaîne. Les administrateurs réseau deviennent des hommes clés. La qualité des informations repose en grande partie sur leur capacité à maîtriser les interventions des uns et des autres sur le système informatique. Un système ouvert sur l'extérieur demande une vigilance encore accrue des informaticiens, qui doivent être en mesure de prendre toutes les précautions afin d'éviter les trous de sécurité et donc toute intrusion étrangère ou toute propagation de virus. Or, il s'agit là d'un domaine en évolution constante et rapide. Les risques d'attaque des systèmes informatiques à partir de l'extérieur deviennent de plus en plus probables, obligeant les entreprises à se doter d'un véritable arsenal pour s'en protéger, qu'elle est 2004. Chaque jour de nouvelles menaces apparaissent, ce qui nécessite une surveillance constante des transactions effectuées sur le système ainsi qu'une veille informatique afin de prévenir les risques. Si bien qu'un nouveau métier est apparu, responsable sécurité des systèmes informatiques. 1.4.2 Surinformation et validité du contenu véhiculé par le système informatique. Comme les pages précédentes le montrent, l'information est partout, à l'intérieur et à l'extérieur des entreprises. Qui plus est, ces deux sphères se trouvent aujourd'hui de plus en plus en interactivité.
La question qui se pose alors est de savoir dans quelle mesure tout le potentiel technologique est utilisé de manière rationnelle. Les prouesses de la technologie poussent à la surinformation. Il suffit de mener une recherche sur Internet à partir de quelques mots-clés pour se rendre compte que sur un sujet donné, la réponse comporte souvent plusieurs dizaines de pages web, voire quelques centaines, selon le degré d'affinement de la recherche. Parmi ces pages, nombreuses sont celles qui n'ont qu'un lointain rapport avec le sujet traité. L'information comporte du bruit, qui va nuire à son interprétation. Devant cet état de fait, le lecteur est souvent désemparé, ne sachant comment extraire l'information la plus pertinente pour l'objet qui le préoccupe, et cela dans un temps raisonnable. Comme le font remarquer Leska et Leska, 1995, la surcharge d'informations dont l'utilité n'est pas toujours évidente provoque une gêne qui peut aller jusqu'à la paralysie, repoussant ainsi le moment de prendre des décisions. Mais il note aussi que cela se traduit par une augmentation des coûts de production et de traitement de cette information, par une augmentation du temps nécessaire au stockage et à la recherche. Par ailleurs, plus les sources d'informations sont nombreuses et diversifiées, plus le risque d'incohérence augmente, se traduisant par une démotivation des utilisateurs. Celle-ci provient le plus souvent du fait que les renseignements recueillis sont contradictoires, sans qu'il soit possible de vérifier le sérieux de la source. Parfois l'information est obsolète, sans qu'il soit non plus possible de la dater précisément. Ces remarques prennent tout leur sens dans le cas d'une activité de documentation à partir du réseau Internet, car l'information n'y est pas structurée ni contrôlée, et les moteurs de recherche sont insuffisamment perfectionnés pour délivrer une information non bruitée. Pour ce qui est du système d'information interne de l'entreprise, il est de la responsabilité des managers de chercher à bâtir un système informatif performant, s'appuyant sur une véritable cartographie de l'information, indiquant aux utilisateurs où trouver les renseignements pertinents. Or, la réaction encore courante aujourd'hui est de s'attacher au déploiement de l'informatique sans se soucier très précisément de savoir si la technologie répond véritablement aux besoins d'information de l'entreprise. Davenport, 1999. Un tel raisonnement conduit inévitablement à la production d'une information bruitée, obligeant les managers à se livrer à une activité de sélection et de tri de façon à réguler les flux d'informations qui leur parviennent. Mendoza et Bescos, 1999. Ce qui semble bien faire défaut aujourd'hui, ce n'est pas tant la technologie qu'une analyse fine des besoins, conduisant à une structuration, une hiérarchisation et un suivi régulier de l'information. Un réel effort de modélisation est encore à entreprendre à ce niveau. 1.4.3 Les difficultés liées à la réorganisation de l'entreprise. Tous les auteurs ayant travaillé sur cette question s'accordent à dire que les technologies de l'information et de la communication induisent de profonds bouleversements organisationnels. En raison de l'amélioration de la communication entre les acteurs, la structure hiérarchique s'aplatit, en même temps que s'amorce une certaine décentralisation. L'automatisation de certaines tâches permises par les TIC modifie l'éventail des spécialisations à travers l'apparition de nouveaux rôles et la disparition d'anciens. Parallèlement, les tâches s'enrichissent grâce au développement d'une certaine forme d'autocontrôle par les acteurs dont l'autonomie et la responsabilisation augmentent. Mais parallèlement, ces phénomènes peuvent s'accompagner d'une impression de perte de liberté par les personnels travaillant en réseau, par peur d'être contrôlés à leur insu. Lemarie, 2003. Les TIC apportent des améliorations indéniables dans la circulation et le traitement de l'information. En particulier, les ERP permettent de décharger les acteurs de traitement routiniers, libérant ainsi du temps pour se consacrer à l'interprétation des informations produites par le système. Mais en incorporant des savoirs génériques, en dépit des possibilités de paramétrage qu'ils permettent, les ERP s'imposent plus à l'organisation que l'organisation ne s'impose à eux. Un progiciel qui s'adapterait parfaitement à toute la diversité rencontrée s'appellerait tout simplement un langage de programmation. Mais selon Gattiker et Goodieu, 2002, le progiciel s'impose aussi aux salariés parce que le choix et la configuration du système se fait généralement au plus haut niveau de décision dans l'entreprise. L'implantation d'un ERP entraîne donc les problèmes classiques liés au changement, une certaine angoisse et réticence des acteurs qui vont devoir adapter leurs pratiques. Si bien qu'au bout du compte,
l'objectif d'intégration du système informationnel peut ne pas être totalement atteint. En effet, on peut voir renaître ici ou là des applications parallèles, extensions du système central, développées au sein des services, de façon à retrouver, au moins partiellement, les anciennes pratiques ou, tout simplement pour apporter une réponse à un besoin spécifique auquel la standardisation ne pouvait répondre. Maisonnier et Pourtier, 2003. Enfin, il faut encore mentionner que les ERP tablent sur une évolution lente des structures organisationnelles des entreprises, maîtrisables par des versions successives du progiciel. Cette caractéristique les rend peu adaptées aux entreprises en évolution rapide, qui mettent en œuvre des modèles organisationnels souples et qui accordent une large place à l'innovation. Hasselborn, 2003. La stratégie de l'entreprise se trouve ainsi freinée par la capacité de l'éditeur du progiciel à apporter les modifications qui s'imposent. Elle perd une partie de sa liberté d'action et de son autonomie. 2. Conséquences sur le management de la connaissance au sein de l'entreprise. 2.1. Qu'est-ce que la connaissance dans une organisation ? Dans la première partie de cet article, nous avons vu que l'information était partout, à portée de main. Il convient maintenant de s'interroger sur son utilité et sa valorisation au sein de l'entreprise. On s'intéresse en effet de plus en plus à la valorisation du capital intellectuel de l'entreprise, à la conservation et au développement de son savoir-faire. Ce que l'on désigne par le terme générique, management de la connaissance. Mais pour aborder cette question, il convient de s'interroger d'abord sur les concepts. Qu'est-ce qu'une information ? Se confond-elle avec la connaissance ou bien s'agit-il de deux concepts différents, le premier alimentant le second ? De 1.1 Information versus connaissance. Plusieurs vocables sont souvent utilisés dans le même contexte, soit pour définir la même chose, soit pour invoquer des concepts différents, données, information, connaissance. C'est pourquoi un effort de clarification doit être entrepris avant toute chose. Pour Nonaka, Toyama et Kono 2000, la connaissance est un processus dynamique créé à travers une interaction sociale entre individus et organisations. La connaissance est spécifique à un contexte. Les auteurs citent l'exemple suivant. 1234 ABC Street n'est qu'une information qui sans contexte ne signifie rien, alors que dire « Mon ami David habite au numéro 1234 ABC Street qui se trouve près de la bibliothèque » constitue une connaissance. Blumentritt et Johnston 1999, puis Banis 2002, vont au-delà de cette définition en différenciant données, information et connaissance. Pour eux, une donnée est un élément brut livré en dehors de tout contexte. Par exemple, 10 millions d'euros est une donnée. Il est impossible de l'interpréter en dehors d'un contexte. Il pourrait s'agir tout aussi bien d'un chiffre d'affaires, d'un résultat d'exploitation, d'un total de bilan ou encore du prix d'un immeuble. Elle n'a aucune valeur en soi. Par contre, cette donnée devient une information lorsqu'elle est contextualisée. Si cette valeur de 10 millions d'euros est avancée alors que la discussion porte sur le résultat d'exploitation d'une entreprise pour l'année 2004, elle prend de la valeur et acquiert le statut d'information. Mais le plus souvent l'information naît de la combinaison de plusieurs données entre elles, aboutissant à un fait. Par exemple, l'entreprise X appartient au secteur de l'automobile, elle a une rentabilité de 12%, la moyenne des entreprises du même secteur d'activité est à 15%. L'information capturée à travers cet ensemble de données est que ses performances sont mauvaises. Ainsi, comme le notait déjà Hayek, 1945, il existe une multitude d'informations qui n'ont pas trait à la connaissance de règles générales, mais seulement à la connaissance de circonstances particulières de temps et de lieu. Pour Balmis 2002, l'information naît de la compréhension des relations qui peuvent exister entre plusieurs données, mais elle est statique. La connaissance naît de la compréhension et de l'assimilation des règles qui régissent les modèles ou les schémas mentaux sous-jacents à ces relations, permettant ainsi de comprendre comment la situation évoluera si les données se modifient. La connaissance permet d'aboutir à une action. Mais cette connaissance ne peut être considérée comme une vérité universelle et indiscutable. Elle est fortement dépendante de l'individu qui la porte, empreinte de ses croyances et de son système de valeurs. Elle peut aussi être vue comme un processus dynamique en ce sens qu'elle est créée à travers une interaction sociale entre individus et organisations, qui capitalise l'information.
La mise en commun des informations en provenance de plusieurs sources et la réflexion sur l'articulation de celles-ci à l'intérieur d'un modèle génèrent de la connaissance, utile pour l'action. Ainsi, Nonaka et Takeuchi, 1995, définissent la création de connaissances comme un processus humain dynamique de justification de croyances personnelles tendant vers la vérité. Cette définition est aujourd'hui assez communément admise. Mais plusieurs formes de connaissances coexistent, plus ou moins transmissibles entre individus et selon des mécanismes différents. Plusieurs auteurs ont cherché à classifier ces différentes formes de connaissances, avec une granularité plus ou moins fine. L'essentiel de ces classifications est repris dans Blumentritt et Johnston, 1999. Mais au-delà de ces tentatives de classification, la communauté des chercheurs s'accorde à reconnaître qu'il existe deux grandes formes de connaissances, la connaissance explicite et la connaissance tacite, comme l'avait suggéré Polanyi, 1966. La connaissance explicite peut être codifiée, exprimée dans un langage formel et partagée sous forme de formules, de spécifications, de schémas, de manuels de procédure ou encore d'images, voire de sons. Une fois consignée sous l'une de ces formes, elle peut facilement se stocker et se transmettre. La connaissance tacite, au contraire, incorpore des éléments cognitifs et techniques qui ne peuvent être codifiés. Les premiers recouvrent tout ce qui relève de l'intuition, de schémas mentaux difficilement traduisibles en paroles, de points de vue ou encore de croyances qui aident les individus à comprendre le monde qui les entoure. Cette connaissance est largement dépendante d'une appréciation subjective de la situation dans laquelle l'individu est appelé à la mettre en œuvre. Elle dépend de ses intuitions, de ses valeurs, de ses émotions et de son vécu. Par exemple, la capacité à diagnostiquer pourquoi un client est mécontent, à partir du ton de sa voix ou des expressions de son visage, entre dans cette catégorie. Les éléments techniques de la connaissance tacite sont liés à l'habileté mise en œuvre dans un contexte spécifique. Par exemple, la capacité à faire de la bicyclette nécessite que l'on soit capable de maintenir l'équilibre tout en pédalant. Pour ces raisons, la connaissance tacite, quelle que soit sa dimension cognitive ou technique, est beaucoup plus difficile à transmettre que la connaissance explicite. Parce qu'elle ne peut pas facilement être imitée, contrairement à la connaissance explicite, elle revêt un caractère stratégique pour l'entreprise. De 1.2, le management de la connaissance et ses nouveaux défis. Dans un univers de concurrence aujourd'hui exacerbé, l'entreprise est condamnée à créer sans cesse de la connaissance pour assurer sa survie. C'est là un processus dynamique qui nécessite la collaboration du plus grand nombre d'acteurs, internes certes, mais aussi externes à l'entreprise. Ceux-ci sont en effet très utiles pour l'aider à appréhender son environnement. On pense en priorité aux clients et aux fournisseurs, mais aussi à divers organismes orientés vers la veille ou encore à tous les acteurs anonymes intervenant dans divers forums. Les défis d'aujourd'hui et de demain, dans une économie de plus en plus mondialisée, nécessitent la mise en place de réseaux d'acteurs qui coopèrent dans la recherche et le partage de l'information afin d'en extraire une certaine connaissance indispensable au maintien des avantages compétitifs des entreprises. Nous sommes entrés dans une société basée sur la connaissance qui devient alors la ressource stratégique la plus importante pour l'entreprise. Johansson, Olaisen et Olson, 2001. Le management de la connaissance consiste alors à favoriser les processus de création et de stockage des savoirs. Mais lorsqu'on évoque ce terme, on sous-entend le plus souvent le traitement informatique de données, c'est-à-dire que l'on évoque la création de connaissances explicites à partir de savoirs eux-mêmes explicites. Partant d'une étude de terrain, Davenport, Harris, Delon et Jacobson 2001 propose un modèle pour réussir une telle transformation des données en connaissances puis en résultats. Pourtant, pour Nonaka, Umemoto et Senu, 1996, la création de connaissances en général relève d'un processus beaucoup plus complexe de conversion des savoirs, incluant connaissances explicites et tacites telles que l'indique la figure 1 ci-dessous. La socialisation est le processus qui permet la création d'une connaissance tacite grâce au partage d'expériences des individus, créant ainsi des croyances qui ne peuvent être exprimées clairement ainsi qu'un savoir-faire. Dans sa dimension technique, l'apprentissage est une forme de socialisation. La socialisation nécessite une interaction entre les acteurs. Figure 1, les modes de transformation des connaissances. Source,
adapté de Nonaka et Takeuchi, 1995. L'externalisation est le processus qui permet la transformation d'une connaissance tacite en un savoir explicite sous forme de concepts, diagrammes, métaphores, analogies. C'est à travers le dialogue des acteurs de l'entreprise que ce processus est enclenché. La combinaison est un processus d'assemblage de connaissances explicites en une connaissance systématique, telle qu'un ensemble de spécifications pour élaborer un produit ou encore la rédaction d'une procédure. L'internalisation est le processus qui permet de s'approprier une connaissance explicite, qui devient alors un savoir tacite, un savoir-faire. Ce processus est enclenché par accumulation d'expériences dans la réalisation d'une tâche, à partir de documents divers tels que manuels, sons, vidéos ou encore à partir de simulations effectuées sur ordinateur. Pour Nonaka et Takeuchi, 1995, la création de connaissances se fait à travers une spirale mettant en œuvre tour à tour ces différents processus de conversion, comme indiqué sur la figure 1. Au cours des différentes étapes de conversion, ce processus en spirale évolue selon un axe ontologique, partant des connaissances individuelles pour se cristalliser à des niveaux d'agrégation plus élevés tels que groupe, organisation et même jusqu'à un niveau interorganisationnel. On assiste alors à un effet d'amplification de la connaissance créée par les individus. Pour donner son maximum, ce processus doit donc non seulement s'installer au sein de l'organisation, mais il doit aussi jouer de façon interorganisationnelle. Ainsi la connaissance est transférée au-delà des frontières de l'entreprise, entrant en interaction avec des savoirs développés dans d'autres organisations, permettant ainsi de créer une nouvelle connaissance. Ces acteurs extérieurs à l'entreprise peuvent être les clients, les fournisseurs, les distributeurs, les universités, différents réseaux de diffusion et de transfert de technologies ou encore des réseaux de veille. Mais pour qu'une telle spirale fonctionne, il convient de créer et d'entretenir un espace propice, dans lequel règne la confiance et dans lequel les individus partagent un minimum de culture commune, ce qui est essentiel pour se comprendre surtout lorsqu'il est question de connaissances tacites. Pour Nonaka, Toyama et Kono 2000, la création de connaissances s'appuie sur les savoirs accumulés dans l'organisation, qui se transforment selon ce processus de conversion en spirale prenant place dans un espace ou un contexte partagé. Ainsi naissent de nouvelles connaissances qui s'agrègent aux précédentes et qui à leur tour constitueront le point de départ d'un nouveau processus. La création et le maintien de ce contexte partagé constituent la pierre angulaire du processus de création de connaissances car il permet au savoir tacite détenu par les individus de se convertir et de s'amplifier grâce aux 4 modes de transformation que sont la socialisation, l'extémalisation, la combinaison et l'internalisation. Il appartient au manager de l'entreprise de prendre les mesures nécessaires pour créer et faire évoluer cet espace partagé, ainsi que pour dynamiser le processus de création de connaissances. Selon Linderman, Schroeder, Zahir, Liedtke et Chu, 2004, la réflexion doit être entreprise en lien étroit avec le système de management de la qualité. Parmi les mesures préconisées par Nonaka, Toyama et Kono 2000, on retiendra que l'information et la connaissance accumulée doivent être partagées également par tous les acteurs. Les membres de l'organisation doivent savoir où se trouve l'information, où la connaissance est stockée et comment y accéder au plus vite. Selon les auteurs, lorsqu'il existe un différentiel d'information au sein d'une organisation, ses membres ne peuvent interagir sur une base égalitaire, ce qui entrave la recherche d'interprétations différentes des informations nouvelles et pénalise le processus de création de connaissances. Ils vont même jusqu'à préconiser une certaine dose de redondance dans l'information, de façon à permettre aux individus de transcender leur domaine fonctionnel afin de faire émerger des points de vue différents. Plutôt que de redondance de l'information, il nous semble qu'il serait plus adéquat de parler de redondance de l'accès à l'information. Un ingénieur de production pourrait avoir accès aux informations comptables, financières ou commerciales. Ces informations, éventuellement retraitées pour les rendre accessibles à un non-spécialiste, lui permettraient de comprendre son rôle dans un environnement plus large et d'orienter sa façon de penser et d'agir. Dans ce contexte, on peut se demander si les systèmes d'information ou les TIC d'une façon générale sont à même de favoriser le processus de création de connaissances. De deux, les outils d'aujourd'hui sont-ils à même de faire progresser la production connaissance ?
Si la connaissance et les facultés à la faire évoluer sont d'abord détenues par les individus, il faut admettre que par leur capacité de stockage, leur capacité à communiquer et à analyser l'information, les systèmes informatiques sont sans nul doute un outil précieux pour faciliter et accélérer le processus de création de connaissances, aujourd'hui indispensable au maintien de la compétitivité. Une étude de Real, Lille et Roldan 2005, réalisée à partir d'un échantillon d'entreprises espagnoles montre d'ailleurs un lien statistique fort entre technologie de l'information et performance de l'entreprise, mais il est important de souligner que ce lien est indirect. Si les technologies de l'information agissent sur la performance, ce n'est qu'à travers le système de création de connaissances. Le lien direct n'est pas statistiquement significatif. Pour se convaincre de l'intérêt porté par les chercheurs à cette question, il suffit de se reporter à la revue de littérature faite par Liao, 2003. Dans la suite de cet article, on s'interrogera sur la nature des outils intervenant dans le processus de création de connaissances et le rôle qu'ils y jouent en distinguant les outils de communication des outils d'analyse de l'information. De 2.1, les systèmes facilitant la communication. Pour être efficace, le management de la connaissance doit faire en sorte que le savoir soit partagé et correctement disséminé au sein de l'organisation. Dans cet esprit, les outils de communication sont d'une indéniable utilité, abolissant les frontières et facilitant la mise en relation d'acteurs divers, au sein et à l'extérieur de l'entreprise. Divers outils peuvent alors être utilisés. De 2.1.1, les outils. Le système informatique permettant la gestion des processus est le premier outil renfermant des informations utiles à la création de connaissances. Son ouverture aux acteurs intervenant dans le processus de création de connaissances est à même de le favoriser. Les systèmes intégrés de type ERP sont aujourd'hui capables de rendre l'information accessible au plus grand nombre. Hors de l'entreprise, Internet joue aussi ce rôle en permettant une collecte aisée de l'information sur l'environnement de l'entreprise. Mais si l'information est nécessaire, elle ne signifie pas connaissance et encore moins création de connaissances. Pour que la connaissance, à l'origine tacite, se diffuse et s'amplifie selon les 4 modes de conversion identifiés ci-dessus, il est primordial d'établir un dialogue entre les individus et de favoriser l'émergence d'un contexte partagé. Dans cet esprit, la messagerie électronique a fait considérablement évoluer la communication entre les acteurs de l'entreprise. Par ce biais, un salarié peut facilement s'adresser à ses pairs lorsqu'il recherche une solution à un problème non encore répertorié et ne faisant l'objet d'aucune procédure écrite. Celui-ci sera ensuite susceptible d'intervenir à son tour dans la résolution d'un problème présentant quelques similitudes. Ainsi, de proche en proche, la connaissance s'amplifie. Mais le courrier électronique ne crée pas véritablement ce contexte partagé, cette place publique sur laquelle plusieurs intervenants peuvent émettre des avis. De ce point de vue, en créant des espaces de rencontres virtuels, les forums sont plus adaptés. Ils peuvent de plus être utilisés en mode asynchrone ou synchrone, chat. L'ensemble des participants peut lire les questions posées et voir les réponses apportées par ceux qui pensent détenir une connaissance utile à faire avancer vers la solution du problème posé. Ces réponses peuvent être sous forme de texte, de schéma, de son ou d'image. Ainsi, le forum permet un bouillonnement d'idées utiles dans le processus de création de connaissances. En permettant aux participants de se rencontrer régulièrement, il contribue à l'instauration d'une culture partagée et du climat de confiance indispensable au processus de création de connaissances. La mise en place d'un service consommateur en ligne relève d'une telle démarche. On perçoit ici l'utilité de ces moyens de communication dans la phase de socialisation, selon la terminologie de Nonaka et Takeuchi, 1995. Les outils de travail collaboratif, groupware, favorisent aussi la collaboration des individus tout en permettant une meilleure organisation du travail dédié à une équipe. Ces logiciels intègrent généralement plusieurs modules facilitant la communication, la coopération et la coordination des travaux de l'équipe. En particulier, ils gèrent la circulation des documents au sein du groupe de manière organisée en autorisant par exemple la mise en place de règles de validation à chaque étape d'un processus. De ce fait, ce type de logiciel nous semble davantage dédié aux phases d'externalisation et de combinaison qu'à la phase de socialisation.
Les plateformes d'enseignement à distance, incluant un système de visioconférence, que l'on perçoit généralement comme dédié au domaine éducatif, peuvent se révéler tout aussi utiles dans les entreprises désireuses de transmettre et partager leurs connaissances. Les collaborateurs peuvent suivre des formations depuis leur bureau, s'affranchissant des contraintes de temps et d'espace, tout en étant suivis par un formateur. Leur utilisation favorise les processus de socialisation et de combinaison. 2.1.2 Les difficultés de mise en œuvre. Si des outils de communication existent, et que leur implantation est techniquement sans problème, leur utilisation peut se heurter à quelques réticences de la part des employés de l'entreprise. On retiendra d'abord que la connaissance est synonyme de pouvoir au sein de l'organisation, et que par conséquent, tous les acteurs ne sont pas prêts à la partager. C'est pour cette raison qu'il est primordial d'instaurer le climat de confiance évoqué ci-dessus par le ciment, une culture commune et d'objectifs partagés. Le dialogue s'en trouve facilité et les craintes apaisées. L'étude de cas menée par Pan et Ledner 2003 est à cet égard éloquente. Ils étudient le cas de Buckman Labs, une entreprise chimique implantée dans 21 pays et vendant plus de 1000 catégories de produits. La haute technicité de cette entreprise l'a conduite dès le début des années 1990 à expérimenter différents systèmes de partage des connaissances. Au fil du temps, l'entreprise réussit à mettre en place un système global de management de la connaissance s'appuyant pour l'essentiel sur un forum comportant différentes sections de discussion ainsi qu'une documentation en ligne. L'entreprise étant vue à travers ce système comme une entité homogène, partageant les mêmes valeurs et les mêmes pratiques. Mais rapidement on s'aperçut que les employés non-américains étaient réticents à utiliser le système, pour des raisons linguistiques et de différences culturelles. Sur ces constatations, l'entreprise scinda son forum en plusieurs forums distincts selon un découpage géographique avec les langues de la région à laquelle il se rapportait, comme moyen de communication. Mais cette solution montra elle aussi ses limites. Le problème de communication ne disparut pas complètement, mais inéluctablement des redondances apparurent dans les solutions proposées dans les différents forums régionaux, et naturellement on s'aperçut que le système allait à l'encontre de la philosophie originelle du partage global d'une même connaissance. Les forums régionaux avaient abouti à une scission de la communauté de l'entreprise en plusieurs communautés. L'entreprise revint alors à la philosophie initiale. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.